Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de notre édition du 15 février. L'œuvre des terrains de jeu de Caplan en campagne de financement. Goûter le monde, première édition du Festival des saveurs de Passepébiac. Présentation de secondaire en spectacle de l'école Monseigneur Sévigny de Chandler et de l'école secondaire du Littoral de Grande-Rivière. Programmation culturelle de la ville de Passepébiac. Olena Kulik marche avec son chien pour les animaux abandonnés en Ukraine. Programmation de la salle de spectacle régionale Desjardins de New Richmond. En entrevue cette semaine, Viviane Morin, une Gaspésienne qui s'est établie au Costa Rica avec sa famille, et survol des actualités régionales de la dernière semaine. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Hebdo 4, ça commence maintenant. La campagne de financement 2026 de l'OTJ, l'œuvre des terrains de jeu de Caplan, est officiellement lancée pour soutenir les activités sportives, culturelles et sociales de la municipalité. Avec 14 000 $ redistribués dans la communauté en 2025, cet organisme invite la population à devenir membre de soutien pour seulement 10 $ par mois, offrant des avantages et des tirages. J'ai rencontré Jonathan Bugeaud pour qu'il m'en dise davantage à propos de son rôle de président de l'organisme. Avec Jonathan Bugeaud, président de l'œuvre des terrains de jeu de Caplan. Jonathan, est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui fait le président de l'OTJ de Caplan? C'est un gros titre, je te dirais. Principalement, je suis un peu le porte-parole, le représentant de cet organisme-là. D'ailleurs, j'en suis très fier. Là, ça va faire ma 7e année que je suis président. Ça fait 10 ans que je suis sur le conseil d'administration de l'OTJ. Puis cette année, on fête nos 65 ans. Fait que c'est une grosse année, là. Dans le fond, en tant que président, je suis un peu porte-parole, présider les réunions, bien sûr, lors des AGA, je me fais le devoir d'être présent quand on organise toutes nos activités annuelles, ou même de représenter l'OTJ dans d'autres activités de la municipalité ou à l'extérieur de la municipalité, là. Voilà. Bien sûr, je participe à l'organisation des activités. En fait, tous les membres de notre CA, on est quand même restreint. Là. On est 4, parfois on était plus dans les années passées. Donc, on participe aux rencontres, on organise les événements, on brainstorm sur qu'est-ce qu'on veut faire. Notre rôle premier, c'est d'appuyer la municipalité pour encourager les activités communautaires, sportives, culturelles. Fait que de là, nous, annuellement, on a une collecte avec des membres de soutien. Présentement, vous êtes en campagne de financement pour les gens de Caplan et des environs, je pense. Oui, de Caplan, et on est soutenu par d'autres membres, des anciens citoyens qui sont venus ou bien vice-versa. À ce temps-ci de l'année, en début d'année, on est toujours en période de recrutement ou de renouvellement de nos membres. Et ça date depuis, je vais dire, une vingtaine d'années, où que c'est un moyen de financement pour notre organisme, d'avoir des gens qui, annuellement, nous financent, nous donnent un montant d'argent. Il y en a, ça fait 25 ans, puis c'est un paiement renouvelable à chaque année. Et cet argent-là, c'est pour soutenir la communauté. C'est à redistribuer avec des gens qui font les demandes. Ce qu'on reçoit le plus souvent, c'est par exemple, c'est pour soutenir des jeunes athlètes qui participent à des sports. On a des artistes qui peuvent faire affaire avec nous, des personnes qui ont des besoins particuliers pour avoir, je ne sais pas moi, un équipement, un vélo adapté à leurs conditions, etc. Nous, on va soutenir là-dedans. Ça, c'est la partie des membres de soutien. Fait qu'on redistribue, grosso modo, la moitié de ce qu'on reçoit. Puis l'autre moitié, on la redonne entre les membres en offrant des tirages mensuels là, pour remercier là, de leur engagement. Ça, c'est notre première chose.
Fait que notre deuxième partie de financement, ce sont des membres honoraires que je pourrais appeler. Ce sont des entreprises qui annuellement nous offrent un commanditaire de plusieurs centaines de dollars, de milliers de dollars. Et ça nous aide à financer nos activités durant l'année, principalement. Et là, ben, on les affiche lors de nos rencontres. C'est souvent les mêmes entreprises qui reviennent depuis des années, mais on a toujours un bassin là, quand même de nouveaux d'année en année. Caplan, c'est vraiment une municipalité qui est dynamique, qui a un historique entrepreneurial assez fort. Entrepreneurial, puis aussi, je te dirais qu'au niveau du bénévolat, là, c'est assez incroyable le nombre de bénévoles que vous avez à Caplan. Oui, je vais être franc, j'ai pas connu beaucoup de bénévolat en dehors de Caplan. Puis moi, j'ai toujours vécu ça, puis je l'ai vu à quel point il y a une historique, puis il y a des anciens que ça fait 45 ans qui font du bénévolat, puis on en a des petits, des tout jeunes, on a un volet jeunesse là, en bénévolat à Caplan. Mais oui, c'est beau à voir, puis ça nous rend fiers de participer quand on sait que les gens vont nous appuyer, vont nous donner du temps. Je te cacherai pas qu'on n'est pas dans un âge d'or du bénévolat. On recule de 20-30 ans, les gens se bataillaient pour se trouver quelque chose à faire. Je pense que c'est généralisé maintenant. Mais on peut encore se targuer de dire qu'on a vraiment beaucoup de monde qui nous supporte là, à Caplan. C'est riche. C'est bien. Puis on invite les gens à continuer de vous appuyer puis de vous donner du financement pour votre organisme. Puis, beaucoup de la chance pour la suite, là, que tout va bien. Hey, merci beaucoup. Puis, on remercie, je peux remercier personnellement tous nos membres qui nous soutiennent d'année en année, nos membres honoraires, puis les bénévoles et notre conseil d'administration, si je peux les nommer. Tu peux les nommer, oui. Sonia, Suzy, Cathy et moi, donc, présentement, qui sont membres du CA. Merci, sans elles. Ça serait très difficile. Je t'ai dit, moi, en tant que président, je suis plutôt un porte-parole. La grosse job de terrain administrative, c'est plus une certaine Cathy Brière qui l'assume depuis quelques années. On salue Cathy. On la salue. On sort du 150e là, présentement de Caplan, puis on entame le 151e, puis on souhaite encore une belle année. Merci. Parfait. Merci. Au revoir. Le Festival des saveurs de Passepébiac a obtenu un succès impressionnant lors de sa première édition. L'événement multiculturel, festif et gourmand a été présenté samedi au Centre culturel. Les centaines de personnes présentes ont patienté pour obtenir des coupons afin d'avoir accès aux 9 tables qui proposaient des plats typiques de la Gaspésie, de la Jamaïque, du Mexique, du Japon, de l'Ukraine, de Cuba, du Tibet, du Laos et de la France. Bonjour, aujourd'hui c'est le Festival des saveurs. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Qui a eu l'idée? Comment l'idée est venue? Bien, si vous permettez, je vais commencer. C'est Céline et Manokam qui se sont présentés à mon bureau pour me présenter cette merveilleuse idée. Donc, je ne m'attribue pas le crédit de cette idée-là. Sauf que si je peux m'attribuer un crédit, c'est l'idée de le faire sur plusieurs éditions. Donc, comme tu disais, aujourd'hui, c'est la première édition. L'idée est tellement bonne. En plus, il y a vraiment un buzz autour de ça. Là, on s'attend d'avoir quand même un bon achalandage. Ça intrigue les gens. Puis ça fait assez longtemps que je travaille dans ce milieu-là pour savoir que quand il y a une intrigue, c'est synonyme souvent d'un bel achalandage. D'ailleurs, on peut voir à l'entrée les gens qui commencent à arriver. Donc, écoute, c'est simple. C'est aller chercher les gens par le bedon, disons-le. Hein, c'est toujours gagnant comme situation. Bref, ça s'inscrit vraiment super bien dans le type d'activité qu'on veut présenter au Centre culturel. Puis écoute, c'est vraiment une idée fabuleuse. Puis tout de suite, on est embarqué là-dedans avec l'équipe du Centre culturel. Comment est venue l'idée du côté des organisateurs? Donc, mon ami qui, de plus en plus, prend de la place dans notre... c'est une belle relation qui s'est développée avec le temps, Manokam et moi. Donc, c'est en discutant ensemble autour d'un café qu'on s'est dit, ben on fait les saveurs du monde, puis moi j'aime ça, la bouffe. Moi, on est épicuriennes toutes les deux, on aime goûter. Et qui a dit, on part l'idée, voir Dominique, ensuite...
On s'est dit une autre épicurienne, Marie-Christine Vien, et Réal Chapado, qui a fait des voyages, qui est mon frère, puis qui a accepté de faire cette conférence-là cet après-midi sur le Tibet. Il y a des yaks domestiques, tout à l'heure que vous avez vu, mais il y a des yaks sauvages. Les yaks domestiques, il y en a au Tibet, il y en a en Chine surtout, partout autour de la Chine, mais les yaks sauvages uniquement au Tibet. La semaine prochaine, nous aurons en entrevue Réal Chapado qui nous entretiendra sur son voyage au Tibet. Fait que c'est de fil en aiguille qu'on a créé les saveurs du monde. On a appelé des connaissances. Il y a l'Ukraine qui est avec nous, quelqu'un du Japon, le Mexique, le Kosovo, le Laos, le Tibet et bien sûr la Gaspésie. Donc, on a 9 exposants et le Cuba aussi, qui sont des 9 exposants aujourd'hui. Oui, bonjour. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu nous sers, toi? Alors, ici, dans notre table, ici, c'est un amalgame de plusieurs pays. Nous, on est de Bonaventure, mais on veut vraiment offrir un mélange. Alors, on a la brandade de morue, qui est une recette originaire de la France. On a le ceviche, pétanque et crevettes, qui est originaire, si on veut, du Mexique et du Pérou, mais c'est seulement d'inspiration. Ici, mets typiquement jamaïcain, ackee et morue salée. Typiquement jamaïcain, banane plantain, pain jamaïcain. Ouais. Marie-Claude Parisé, pour la poissonnerie du pêcheur. Mon nom c'est Ignacio, je suis mexicain et pour aujourd'hui je présente les cochinitas pibil typiques de la région de Yucatán. C'est un mélange, c'est le cochon avec un mélange d'épices et ici j'ai une préparation, une sauce piquante avec des habaneros et des oignons rouges. Oui, oui. Et c'est des mets typiquement mexicains? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, j'ai préparé le borscht. C'est le plat sacré de l'Ukraine. C'est le plat que chaque maison a à tous les jours. Et aussi, chaque maison a le propre goût. Avec les mêmes ingrédients, chaque femme ou homme, elle ajoute sa touche personnelle ça donne un goût unique pour ces plats. On peut le manger soit froid, soit chaud, ça dépend de saison et de goût. Salut, je m'appelle Yoli et nous sommes ici, ma femme, mon garçon et mon ami, nous sommes cubains et on a fait la présentation d'un plat typique de Cuba. On est très content d'être ici. On réside présentement ici à Hopetown, on vient de Cuba. On est très contents. C'était une journée exceptionnelle. Notre plat a un nom assez difficile de prononcer en français. Ça s'appelle ajiaco. C'est vraiment bon. Et on aimerait vous partager cette recette avec vous. Vous le faites goûter. Pas mal de diversité d'ingrédients. Puis la formule aussi du concept aussi derrière, là, les coupons. Fait qu'un coupon, 2 $, puis ça donne à une bouchée, une dégustation. Puis c'était vraiment important pour nous là, que justement, là, il y ait beaucoup d'exposants de différences. Puis que ça soit quand même un concept qui reste simple, puis dans le plaisir de partager puis d'essayer aussi. Et d'échanger aussi avec la culture des gens qui sont d'ici, là, dans la baie des Chaleurs. On a une diversité culturelle, puis on voulait aussi, comme Dominique disait, le bedon, mais ça attire aussi les gens. On aime, c'est vraiment, c'est rassembleur, la bouffe, fait qu'on voulait comme partager ça ici. Il y a beaucoup d'ingrédients. Toutes les tables sont bien affichées avec qu'est-ce qu'il y a. Vous pouvez faire le tour, puis tout ça a été fait avec plaisir. Il y a la liste des ingrédients, d'ailleurs, pour les gens qui pourraient être allergiques à certains produits. Exactement, en images et aussi par écrit pour faciliter au cas où on ait une barrière de langue. Donc, tout est là vraiment pour être facilitateur, mais beaucoup d'ingrédients, beaucoup de choses, mais plein de choses aussi à découvrir, que ce soit justement un repas ou juste des choses emblématiques de chaque pays. Oui, effectivement. Et ça se dit une poursuite, comme Dominique disait. Deuxième édition. Fait que ça se veut une première année avec son lot de défis. Son lot de défis et c'est agréable aussi. Oui. Là. Puis avec des améliorations. Donc voilà, on se dit à l'année prochaine même déjà. Exactement.
Éric était sur place pour la finale locale de secondaire en spectacle de la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler et de l'école secondaire du littoral de Grande-Rivière. Il en a profité pour vous faire ce petit résumé de la soirée. Le 11 février dernier avait lieu les finales locales de secondaire en spectacle des polyvalentes Monseigneur Sévigny de Chandler et du littoral de Grande-Rivière. Télévague était présent et vous présente les participants et finalistes de l'événement. Ce soir, 2 numéros, toutes catégories confondues, de la polyvalente Monseigneur Sévigny et 2 numéros également de l'école secondaire du littoral se sont choisis pour représenter leur école respective lors de la finale régionale qui aura lieu le 31 mars prochain ici même à Chandler. Normalement, il y a un jury par école, mais comme une participante a dû se désister à cause d'un virus, il n'y aura qu'un jury pour Chandler. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà. Laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Je vis d'amour et de rire, je vis. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis. Que restera-t-il de nous après nous? Que restera-t-il de nous après nous? Que restera-t-il de nous après nous? La main qui grandit, la même que celle qui se noue, la main qui guérit, la même que celle qui se joue, la main qui s'éteint au bout de laquelle il n'y aura plus rien du tout. Si je me creuse pas la tête, le confort viendrait peut-être. Je n'aurais plus mon trou cacher mes remords. Si je cherche mon soi en version de mon miroir. On est maintenant rendu au prix hors concours pour la polyvalente Monseigneur Sévigny, étant donné qu'à Grande-Rivière, notre 3e numéro concours s'est désisté ce matin par cause de maladie. Donc, nous autres, on n'aura pas de numéro hors concours au régional à Chandler. J'invite les juges, premièrement. Oui, les juges de Chandler, venez-vous-en. Donc, Gabriel, Manuel et Luc. Et j'invite Gabriel à nommer le gagnant hors concours Chandler. Premièrement, là, j'aimerais qu'on donne une bonne applaudissement à tous les artistes de la soirée parce que c'est une belle preuve de dépassement de soi que de monter sur scène et de se produire, même si ça fait des années que vous le faites ou que c'est la première fois. C'est toujours intimidant de se présenter devant une foule. Pour la polyvalente Monseigneur Sévigny, le numéro retenu pour la finale régionale pour la partie hors concours est
Voilà de Loeva Thibodeau-Aubin. Avant d'y aller pour la partie concours Chandler, je vais quand même officialiser les 2 gagnants de Grande-Rivière qui n'avaient pas de jury ce soir. Donc, je vais commencer par G-Sisters. Donc, vous avez les filles. Et Zoé Libjo. En 2001, j'étais là sur cette scène secondaire spectacle avec une gang de filles qui faisaient de la claquette. On était partis à la finale régionale, puis secondaire spectacle, c'est un beau tremplin pour les jeunes. Moi, j'en ai profité. Il y a plusieurs jeunes de ma génération aussi qui en ont profité. Puis je pense qu'on doit donner aussi une bonne main d'applaudissement à tous les gens qui organisent ça ici ce soir. Ils méritent vraiment une bonne main d'applaudissement. Alors, le premier numéro, à s'en aller à la finale régionale. Sans pareil! Le dernier qui va se présenter à la finale régionale, c'est Nous après nous de la parité. Donc, je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement encore à tous nos artistes ce soir. Éric est allé à la rencontre de Dominique Briand au Centre culturel de Passepébiac pour qu'il nous énumère les différents spectacles à l'affiche prochainement. Bonjour Dominique, tu peux nous parler de la programmation de la mi-février jusqu'en fin mars? Écoute, on peut même se rendre jusqu'en mai avec la formule de nos samedis spectacles. Ça, c'est un acquis, là, c'est une nouveauté de 2025 qui va se poursuivre en 2026 parce que ça marche vraiment très, très bien. On a un beau succès avec ça. Je le rappelle d'ailleurs, les samedis spectacles, c'est à chaque samedi ou presque. De temps en temps, il y a des événements dans le bâtiment qui ne nous permettent pas de le faire. Mais sinon, c'est à tous les samedis. C'est toujours à 20h et c'est toujours gratuit. Hein. C'est vraiment un circuit une suite de spectacles d'artistes locaux. Puis d'ailleurs, comme je te disais, ça se rend jusqu'au mois de mai. Le 21 février, on reçoit Mike Robertson et Daniel Dion qui deviennent des habitués des samedis spectacles. Musique blues, c'est vraiment excellent. Beaucoup de nouveautés cette année pour les samedis spectacles. Le 28 février, un petit gars de chez nous, Alexandre Aspiro, qui vient nous présenter son spectacle pour la première fois au Centre culturel. Le 21 mars, vous voyez, comme je disais, il y a un saut de 2 semaines. Au début mars, il y a des activités dans le Centre culturel. Donc, une pause de 2 semaines pour nos samedis spectacles. On reprend le collier le 21 mars avec Tommy Moreau, une autre nouveauté. Tommy qui vient de la région de Grande-Rivière. Le 28 mars, le CHNC Ben, encore là, qui fait partie des meubles du Centre culturel. Le 11 avril, on reçoit Aaron Check et Nathan Hayes, qu'on a pu découvrir en décembre. Les gens ont adoré. Je peux même les considérer encore comme une nouveauté. On les a vus seulement une seule fois. On reçoit Francis Plourde en formule homme-orchestre. C'est vraiment super intéressant. Donc, le 18 avril. 25 avril, encore une fois, des habitués des samedis spectacles, le groupe Fauvel, un duo de Bonaventure. Et le retour de Blush and Boots pour le 2 mai. Ça fait partie de nos activités des samedis spectacles. Il y a aussi notre cinéma qui revient. Donc, le 19 février prochain, on reçoit le film Juste Xavier. Un beau Noël blanc comme dans le temps, là. T'aimes pas Noël? J'haïs pas Noël. Mais moi, j'adore Noël. Mélissa m'a sacré à la porte. Elle veut pas que je passe le réveillon avec elle et les enfants. Valentine, je peux pas t'amener. Xavier, je te préviens, si je reste toute seule ce soir, me crisse en bas du pont. Ben, tu fais très comment dans l'histoire? Je m'en viens. Ça me prend juste une adresse. En quelque part, je l'aime, ma famille. Oh mon Dieu, je pense que c'est elle. Lui, c'est plus une fille. Allô? Lui, c'est Xavier. Moi, c'est Valentine. C'est un travesti non-genré. Je pense. Le 5 mars, ma belle-mère est une sorcière. Je pense que c'est une sorcière. Oh my God. T'es au courant que ça existe pas, les sorcières? C'est quoi le problème? Elle pense que sa belle-mère, c'est une sorcière. Je suis sûre qu'elle y a jeté un sort. Elle le contrôle comme un petit chien. Moi, je pense qu'elle le contrôle avec quelque chose d'autre qu'un sort, ma chérie. On sort ensemble. OK, c'est une joke. Tu peux pas être en amour avec une fille qui est débarquée dans ta vie hier. Là, on a le train du bonheur qui passe dans nos vies. Quoi? Le train du bonheur? Arc. C'est pas facile d'avoir 12 ans. Beau chandail, on vit des émotions tellement intenses. Il y a une sorcière dans ma maison, puis je vais m'en débarrasser avec ou sans toi. Le 19 mars, Les Furies, qui connaît un beau succès. Les gens ont hâte de voir ce film-là. Puis je donnerais n'importe quoi pour être dans vos patins à soir. On remet notre casque,
on repart se battre. Il faut que la ville soit derby. Faudrait qu'on se trouve un nom d'équipe. Je sais. Les girls. Ouais, je sais pas, on dirait qu'on est dans le fureur, là. Qu'est-ce que t'as contre la fureur? Ouais, Je l'ai. Furie. Le 2 mai, les enfants vont bien. Elle est partie où? J'ai l'impression que votre sœur, elle était à bout et qu'elle est partie. Suzanne? Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante. Donc vous allez pas aller la chercher? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est à moi qu'elle confie les enfants? Qu'est-ce que je suis censée faire là? Tout laisse à penser que Suzanne est en pleine possession de ses moyens, qu'elle est seule et qu'elle a choisi ce départ. Et finalement, on clôt nos cinémas pour cette saison le 16 mai prochain avec D'où Jésus. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je sais pas. Trop la chance d'être en ville, ça lui s'y profiter. D'où Jésus. La gare, continuez, c'est par là. Elle va prendre le TER. Oh 8 312 €. Tout ça? C'est votre argent. Bon, par contre, si vous achetez rien... Si. Vous êtes sûr? Oh, patate. Une de mes brebis s'est égarée, je compte bien la ramener à la bergerie. Ensuite de ça, c'est le retour de nos jeux de redis, nos 5 à 7 qui reviennent en début mai. Donc, une programmation quand même assez chargée. Aussi, on peut parler des spectacles des Moussaillons qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Le 10 avril, à 20h, on reçoit Montana. C'est complet, mais on le souligne quand même. C'est un beau succès quand nos salles sont pleines. Le 9 mai prochain, on reçoit l'hommage à Lucum, c'est avec Phil Lauzon. Et finalement, le 30 mai, toujours à 20h, avec Maya au potable. Donc, encore une fois, comme je disais, une belle programmation. Il faut souligner aussi le 14 mars prochain, c'est un spectacle sous la thématique de la Saint-Patrick avec Emerald Shores, un groupe local, et évidemment nos amis de Kimorukru. Donc, il y a un hiver-printemps assez chargé. Il y a des belles nouveautés qui s'en viennent justement au centre culturel aussi. On commence à préparer tout de suite les préparatifs pour le 150e de Passeriac. C'est en 2027, mais ça arrive très, très, très rapidement. D'ailleurs, j'ai déjà lancé un appel à tous sur nos réseaux sociaux cette semaine pour savoir c'est quoi les artistes que vous aimeriez avoir pour le 150e. On a eu beaucoup de réponses. Évidemment, on est à l'écoute de vos opinions là-dessus. Puis il y a déjà des appels qui sont faits pour connaître des tarifs, pour connaître les disponibilités. Bref, on est dans les préparatifs déjà là, du 150e. Il y a d'autres séries de spectacles qu'on travaille pour cet été. Il y a une série de spectacles qui va probablement s'appeler les shows de la Biblio. Ça va être des spectacles en plein air qui vont se passer dans le petit parc juste devant la bibliothèque municipale. C'est une nouveauté, peut-être pour installer ce qui pourrait être une nouvelle dynamique pour les festivités du 150e, justement, qui va venir à l'été 2027. Donc, tranquillement, pas vite, on installe un peu la nouvelle formule là, qu'on met en place là, pour le 150e. Une situation catastrophique en Ukraine pour les animaux domestiques qui sont abandonnés par leurs maîtres. Les gens se sauvent, ils sauvent leurs enfants et leurs familles, mais malheureusement, souvent, ils laissent leurs animaux pour mourir. Heureusement, il y a plusieurs bénévoles qui risquent leur vie en allant dans ces endroits abandonnés et détruits pour chercher ces chiens et chats pour leur donner une deuxième chance. Olena Kulik et son chien Kozak ont marché de Hopetown à Carleton-sur-Mer, à peu près 90 km en 3-4 jours. Le but est de ramasser 1 000 $ d'argent pour parvenir à l'aide aux bénévoles qui ont besoin de leur nourriture, les médicaments pour payer les frais de vétérinaire et trouver les familles d'accueil. J'ai rencontré Olena et Kozak avant leur départ. Je suis en compagnie de Olena Kulik. Ça va bien, Olena? Oui, merci, ça va très bien aujourd'hui. Oui. Tu t'apprêtes à faire un beau défi? Oui, c'est à partir de demain notre première étape. Ça va être de Hopetown à Bonaventure. Donc, tu vas marcher de Hopetown à Bonaventure, mais le défi comme tel, c'est de marcher de Hopetown jusqu'à Carleton, je crois. C'est ça? Puis, c'est pour une très bonne cause. Tout le monde a entendu parler de la guerre en Ukraine. Puis, mais toi, c'est ton défi, c'est comme une cause dans une cause. Je te laisse nous en dire plus. Oui, effectivement, on s'approche le 24 février. Ça va être un triste anniversaire de 4 ans de la guerre en Ukraine. Et ça, je veux souligner aussi avec la marche que je veux faire. Mais avant tout, cette marche est aussi pour ramasser les fonds pour les animaux
qui souffrent en Ukraine autant que les humains. Qu'est-ce qui arrive en Ukraine? C'est que beaucoup d'Ukrainiens qui quittent leur pays, leur ville et leur village détruits ou occupés par les Russes. Et malheureusement, pas tout le monde, mais souvent, ils laissent leurs animaux pour mourir. Ils ne l'amènent pas avec eux et ça, je peux comprendre en quelque sorte. Quand les gens se sauvent, ils pensent avant tout à leurs enfants, à leur famille, puis les animaux, malheureusement, ils laissent abandonnés. Donc, en Ukraine, il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent très, très fort pour aller dans ces places dangereuses. Ils risquent leur vie pour aller et récupérer ces animaux abandonnés, pour prendre soin d'eux. Et évidemment, ces bénévoles, ils travaillent gratuitement et ils ont leur travail, mais à côté, ils font le bénévolat. Ils ont besoin toujours d'argent pour nourrir ces animaux, pour les soigner, pour payer les frais vétérinaires et pour trouver les familles d'accueil. Et c'est pour ça que j'aimerais ramasser d'argent pour envoyer en Ukraine pour ces gens-là qui travaillent là-bas au risque de leur vie. Est-ce que c'est des organismes, est-ce qu'ils sont organisés ou c'est des gens comme ça, bénévoles, qui ont décidé d'aller chercher les animaux abandonnés? Oui, il y en a les deux. Il y en a les organismes qui s'occupent et effectivement, dernièrement, dans ma ville natale, il y avait les hébergements pour les chiens et les chats abandonnés qui étaient frappés par les missiles russes et il était détruit au complet. Il y a les animaux qui sont morts sur le coup et d'autres étaient ramassés et maintenant il faut encore trouver une autre place pour les placer. Ça, c'est les organismes qui font ça, mais aussi il y a les bénévoles personnels qui gardent les animaux chez eux. Et il y en a les gens que je connais personnellement qui ont 20, 30 chats et chiens dans leur appartement, une chambre. Donc, ils vivent avec, ils prennent soin d'eux, puis ils font tout ce qu'ils peuvent pour donner la deuxième chance à ces bêtes-là. OK, donc tu connais des gens qui s'occupent d'animaux, qui ramassent des animaux dans des endroits spéciaux. Oui, c'est pour ça que je travaille toujours directement avec les gens que je connais, que je fais confiance. C'est pour ça que je n'utilise pas les plateformes non plus. Je préfère d'avoir les dons directs parce que les plateformes, elles retiennent toujours les sous. Et aussi, c'est pourquoi je travaille toujours avec les gens sur place que je connais et je sais que chaque dollar va aller pour les animaux. OK, d'accord. Puis toi, pour donner plus de poids à ton défi, à la cause, tu as un thème, tu vas le faire avec ton beau chien Kozak. Tu te sens prête d'y aller avec lui? Oui, effectivement, je me suis dit c'est une cause pour les animaux et mon chien va m'accompagner. C'est un chien qui a été adopté il y a 10 ans. Il était abandonné, donc on les a adoptés il y avait 1 an. Et ça va être un défi pour lui aussi parce que 30 km marcher par jour, 3 jours, donc il faut qu'il soit bien nourri et j'espère qu'on va avoir la place pour le chauffer un peu, si je peux entrer dans les cafés ou dans les petits commerces juste pour le chauffer, ouais, ça va être super. Mais je pense qu'il va être capable. Faire attention à ses petites pattes. Puis là, on va parler de ton itinéraire. Donc, tu vas, le jour 1, tu vas partir de chez vous à Hopetown. Tu vas te rendre jusqu'à Bonaventure. Tu parles de logis, d'endroits pour te chauffer. Est-ce que tu as des endroits que des gens vont t'héberger ou comment tu vas faire tes nuits? Oui, j'ai eu beaucoup de propositions. Les gens qui m'ont offert rester chez eux. Mais j'ai choisi de me loger dans un motel parce que le chien va être fatigué, il faut qu'il se repose, moi aussi. Donc, je me suis dit, ça va être plus avantageux pour nous de rester tout seul puis se reposer pour la prochaine étape. Parce que la prochaine étape, ça va être le 13 février de Bonaventure à New Richmond. Par contre, à New Richmond, peut-être je vais dormir chez mes amis ukrainiens qui habitent là-bas. Et la dernière étape, ça va être le New Richmond à Carleton pour le 14 février, Saint-Valentin. Bon, pour la Saint-Valentin. Puis est-ce qu'il y a des gens qui vont t'attendre à Carleton? Ça, je ne sais pas, mais j'ai écrit que vous pouvez nous accompagner, faire les petits bouts, même si c'est juste 1 kilomètre. Ça va nous faire plaisir. Et si les gens veulent nous attendre à la fin de notre parcours, je vais mettre toujours les petites vidéos pour que les gens puissent savoir où je suis, pour qu'ils puissent nous voir. C'est une très bonne idée. Comme ça, quand les gens vont pouvoir te voir sur le bord du chemin avec Kodak, ils peuvent faire un petit bout de chemin avec toi. Oui, effectivement, ça va être super.
Un gros merci pour m'avoir accordé ton temps. J'invite les gens à te donner là, pour la cause. Donc, puis aussi, quand tu vas être à ton arrivée, envoie-nous une photo avec tes belles couleurs, le drapeau, tout. Puis ça va me faire plaisir de le publier aussi. Merci beaucoup, Léna. Merci à vous, puis c'est sûr, je vais vous envoyer les photos. Éric est allé à la rencontre de Éric Normandin, agent de communication et de développement à la salle de spectacle régionale Desjardins de New Richmond, pour qu'il nous énumère les différents spectacles à l'affiche prochainement. Bonjour Éric, tu peux nous parler de la programmation du mois de février pour la salle de spectacle Desjardins de New Richmond? Ben oui, absolument. Ça me fait très plaisir de vous présenter les spectacles, les événements qu'on a à la salle de spectacle en février. On va tranquillement, on n'avait pas grand-chose au début du mois, mais dès le 19 février, donc jeudi 19 février, on est très heureux de recevoir, de présenter la pièce Baby Shower de la compagnie de théâtre Mon Père est mort. Alors, Baby Shower, ça dit ce que c'est vraiment un baby shower. On retrouve donc 5 comédiennes qui interprètent des personnages qui se réunissent lors d'un baby shower. C'est une comédie dramatique, en fait, qui explore cette étape charnière de la maternité. Un spectacle qui traite aussi de compétition féminine, qui traite beaucoup des standards aussi, là, de façon très drôle. On met beaucoup de pression sur les femmes lors de la maternité. Il faut qu'elles soient parfaites alors qu'ils vivent toutes sortes de choses. Donc, beaucoup de doubles standards. C'est amené de façon très fine. Ça parle aussi un petit peu de deuil, de périnatalité également. Toutes les décisions que j'ai prises, tout ce que j'ai fait depuis le cégep, c'était pour ça, c'était pour fonder une famille. C'est tellement de la merde! Ça sert à quoi? Ben voyons, Jade, c'est un cadeau, là. C'est des couches, tu vas pouvoir t'en servir. Regarde, on a écrit des niaiseries dessus, c'est l'idée d'Anne-Marie. Dis merci à ton stérilet désuet. Hey, c'est un gros cadeau! J'accouche à l'hôpital! Tout ça est fait de façon vraiment magistrale, c'est drôle, c'est dramatique, mais quand même très, très drôle. Une super belle pièce à voir, donc, le jeudi 19 février à 20h. Elle vient d'organiser le kiss de baby shower de sa sœur. Venez y assister en tournée cet hiver. Avec humour et humanité, la créatrice Catherine Côté met le feu à la fête prénatale. Une comédie dramatique qui brise les tabous entourant la maternité. Il va y avoir une rencontre aussi, une discussion avec les comédiens après la pièce, donc je vous invite à rester aussi après. Et aussi, on a un spectacle pour enfants. Oui, c'est malheureusement déjà complet, mais si jamais vous avez manqué la chance d'acheter votre billet pour le spectacle de Monsieur Bidule, je vous invite, comme tous les spectacles complets en fait, à appeler quand même à la salle de spectacle, à la billetterie. Vous pouvez laisser votre nom, numéro de téléphone, puis on vous met sur une liste d'attente des fois qu'il y a des billets qui se libèrent. Alors Monsieur Bidule, c'est un super beau spectacle pour les tout-petits. C'est une petite jauge, c'est pour ça que c'est déjà complet. Il y avait juste une 50aine de places. Quand vous voyez des spectacles pour tout petits, n'attendez pas trop. Souvent, c'est pas des grandes salles. Alors, on est très heureux de recevoir. Il va faire, justement, montrer un peu son univers musical là, et inusité aux enfants et aux parents qui vont être là. Donc, c'est le dimanche 22 février que M. Bidule vient nous visiter. Et finalement, on est très heureux de pouvoir présenter en formule cabaret le lancement du premier album solo de l'auteur-compositeur-interprète Éric Dion, très connu dans la région, évidemment, comme une des deux parties du duo Dans le Shed, qui a plusieurs albums à son actif. Alors maintenant, Éric tente l'aventure en solo. On est très, très fiers de pouvoir présenter. Éric va nous présenter son spectacle. C'est un lancement d'album. Il va avoir une courte prestation également avec les musiciens qui ont participé à l'album. Donc, sur scène, on va retrouver Éric Blanchard, Martin Hogan, Marie-Lou Brière-Berthelot, mieux connu sous le nom de M-Lou, ainsi que François-Pierre Poirier. Et il sera aussi, pour l'occasion, accompagné de sa fille Flavie Dion. Donc, une belle performance scénique à voir pour le lancement du premier album solo de Éric Dion. Aime-toi, prends ta place, grande-toi comme les Appalaches. Quand s'éveillent les matins fragiles, aime-toi, prends ta place. Quand s'éveillent les matins fragiles, grande-toi comme les Appalaches.
C'est gratuit, je vous rappelle, ça commence à 19h le vendredi 27 février, 19h. L'entrée est libre et ça se passe au foyer, donc en formule cabaret à la salle de spectacle. Côté cinéma, Cinébobine a des films à nous présenter? Oui, donc il reste un film à l'affiche à Cinébobine. Ça va être le vendredi 20 février à 19h30. C'est la comédie québécoise Les Furies, qui est un film très attendu, qui met en vedette plusieurs grandes comédiennes québécoises. Voix de fait contre une policière. C'est un programme de réinsertion des femmes agressives parrainé par le Cercle de fermières de Waterloo. On a du fun en soda ici, là. Pas faire du tricot qui va me calmer les nerfs, certain. Alors, c'est une belle comédie à voir, Les Furies, le 20 février à 19h30. Je vous rappelle également de nous suivre sur Facebook, Instagram, sur notre site web également, pour rien manquer de nos actualités. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. On a déjà 3 spectacles qui affichent complet cette saison. Donc, Monsieur Bidule, Arnaud Soli et Sam Breton. Mais attendez pas, François Bellefeuille aussi qui s'en vient bientôt, risque d'être complet rapidement. Donc, n'hésitez pas, attendez pas avant d'acheter vos billets. En entrevue cette semaine, grâce à la technologie, j'ai eu la possibilité de m'entretenir avec ma bonne amie Viviane Morin qui s'est établie avec son chum Paul et sa fille Louane au Costa Rica, dans la région du Punta Arenas, à une trentaine de minutes de la ville la plus près, San Vito. Voici notre entretien. À l'entrevue aujourd'hui, je reçois Viviane Morin. Viviane Morin, qui est une ancienne résidente de la Gaspésie, qui a décidé d'aller s'établir au Costa Rica avec son mari Paul et sa fille Louane. Ça va bien, Viviane? Super bien, merci Simon. Oui, OK. Donc, peux-tu nous dire comment cette idée-là a émergé dans votre esprit là, de dire « OK, on s'en va vivre au Costa Rica ». Disons que c'est une idée qui est là, qui est présente en nous depuis vraiment plusieurs années. Le désir de rester dans un endroit où il fait toujours beau et chaud. Mais je dirais que le plan du Costa Rica, ça doit faire 3 ou 4 ans là, qu'on le planifie vraiment. Et puis, nous, c'est vraiment pour être en mesure, premièrement, d'être autosuffisant le plus possible, de pouvoir se nourrir, mais à l'année, sans toutes les contraintes du Québec, c'est-à-dire évidemment les coûts impliqués à ça et l'hiver, là, bien sûr. Puis moi, pour ma part, je voulais avoir l'été perpétuel. Oui, je le vois, c'est vraiment beau, là. C'est pas des effets spéciaux, là. T'es pas devant un blue screen, t'es vraiment là. Donc, ça fait à peu près combien de temps que vous êtes arrivé? Ça fait 1 mois et 1 semaine. 1 mois, 1 semaine, puis là, vous avez commencé à vous installer petit à petit? Oui, là, on est installé correctement, je dirais, pour vivre sans problème. On va pouvoir agrandir et débuter les constructions plus tard cette année. Mais pour l'instant, on est vraiment bien fonctionnel. On a ce qu'il faut, là, sans problème. On dort dans la fifth wheel parce que les lits sont là. On n'a pas de lit dans la maison. Mais pour tout le reste, on est très bien. Donc, c'est ça. À un certain moment donné, vous êtes allé faire un voyage, toi, Paul et Louane, je crois. Puis, c'est à ce moment-là que vous avez découvert cet endroit-là, que vous vous êtes dit, ah oui, c'est ici, c'est là qu'on va réaliser notre rêve au Costa Rica. Oui, on est venu à 4 reprises au Costa Rica. On a fait 4 voyages. Puis, on a vraiment fait tout le tour du pays pour essayer de voir à quel endroit on aimerait vivre. Puis ça, c'est vraiment important d'avoir le pouls du pays, puis parce que c'est pas tout le monde qui veut vivre sur le bord de la mer ou en montagne. Nous, on est vraiment en montagne et c'est ça qu'on cherchait. En montagne, on est très élevé par rapport à la mer, donc c'est un peu moins chaud, quoique, c'est pas si moins. Il fait 32 là en ce moment, quand même. Ouais. Mais quand on descend sur le bord de la plage, ça augmente facilement autour de 39-40 plus l'humidité. Donc, ça fait vraiment une différence de vivre en montagne. Puis c'est lors du dernier voyage l'année passée, au mois de janvier, qu'on est venu ici. On est dans la région de Punta Arenas. C'est tout près du Panama, environ 30 minutes du Panama. Donc, complètement là, à l'extrémité du Costa Rica. Environ vers le centre, plus ou moins, mais vers la ligne du Panama. On voulait pas venir dans ce coin-là parce que c'était à 6 heures de route de l'aéroport principal.
On se disait que c'était un peu trop loin. Mais on a décidé de venir voir quand même, puis on est tombé en amour avec cet endroit-là. Même si vous êtes à une certaine distance, puis que votre terrain est quand même assez privé, vous vous trouvez quand même pas trop éloigné de la ville, je crois. La ville la plus proche s'appelle San Vito, puis on est à 35 minutes. Donc là, on va partir du début. Donc, vous avez décidé de partir, de vendre la maison. Je pense que la maison est vendue. Oui, c'est ça. Là, toutes les conditions sont levées. On attend juste de passer au notaire. Donc, tout ce que vous avez pu vendre, vous l'avez vendu. Et ce que vous avez pu apporter avec vous autres dans la fifth wheel, vous l'avez fait aussi. Donc, les petites choses qui pouvaient rentrer. Donc là, vous êtes parti du Québec. Vous avez traversé les États-Unis, traversé les frontières. Je te laisse nous raconter ton aventure. Si jamais tu as des petites anecdotes, gêne-toi pas. Donc, on t'écoute. Ah, c'est sûr qu'il y a des anecdotes, c'est évident, parce qu'un voyage comme ça, disons que c'était pas un voyage touristique qu'on faisait. C'était vraiment un voyage du point A au point B le plus vite possible parce que, on était avec nos animaux. On a notre chien, notre chat, on avait notre fille, évidemment, qui était là. Puis, on avait hâte d'arriver dans notre nouvelle maison. Donc, on faisait pas un voyage touristique. Donc, on l'a fait beaucoup plus rapidement qu'on pourrait le faire si on avait pris le temps de visiter partout. On est parti le 21 décembre de Valleyfield. C'était chez mon frère. On s'était rendu là. Oui. Donc, 21 décembre, on est parti. On est passé par la province de l'Ontario pour ensuite bifurquer vers les États-Unis. Et on a mis environ 4 ou 5 jours pour traverser les États-Unis complètement. C'est rien passé de particulier. Ça a très bien été. Les routes sont belles aux États-Unis. Ça va bien. Vraiment rien de spécial de ce côté-là. Quand on est arrivé au Mexique, le Mexique. Donc, les gens qui vont faire un voyage pour aller en vacances, ils s'en vont pas mal tous du côté de Cancun, Playa Carmen ou de l'autre côté à Acapulco. Puis là, oui, c'est beau, c'est paradisiaque, mais c'est pas si paradisiaque que ça. Je veux pas dénigrer tout le pays. Mais de ce que moi j'ai vu, j'ai pas eu de coup de cœur du tout pour le Mexique. Je veux dire, les paysages m'ont pas enchanté plus que ça de ce que j'ai vu. À part les beaux grands volcans, que moi, ça me fascine énormément. C'était plein de déchets, mais plein de déchets. Ah ouais? C'était vraiment mal propre, le Mexique. Là, on a eu beaucoup de problématiques. On a eu notre premier bris mécanique au Mexique. Ouais. Le frein d'un des pneus de la fifth wheel a complètement éclaté, évaporé, appelle ça comme tu veux, mais bref, il a fallu complètement enlever le frein de cette roue-là. Fait qu'on roulait sur trois freins au lieu de 4. Parce qu'il y avait la grosse boucane, puis les gens nous disaient, là, il y a quelque chose qui va pas. Fait que ça a été le Mexique, ça a été compliqué de le traverser. Ça a pris au moins 3 jours facilement. On était mal préparés pour le Mexique. On n'avait pas d'argent mexicain. Puis ça a été vraiment un gros problème. Ça a été complexe. Donc, vous avez comme pas vraiment prévu cette partie-là, là, ce que je peux comprendre. On voulait arrêter en chercher, puis au moment où on est allé, le guichet marchait pas. Fait que bref. Puis la barrière des langues, c'est comment quand il arrive ce genre d'accident? Pas accident, mais ce genre de truc-là, de malchance. Écoute, avec les outils d'aujourd'hui qu'on a, je veux dire, on n'a pas de problème. Avec Google Traduction, là, tant que tu as de l'Internet, tu es capable de te faire comprendre. Puis, je baragouine pas pire l'espagnol là, de plus en plus, là, puis je m'aide un peu, puis sinon, ça va quand même bien. On est arrivé au Guatemala et là, on a eu un autre bris au niveau de la fifth wheel. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, c'est ça, on tirait une fifth wheel. Une fifth wheel de 25 pieds. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui va faire un voyage avec un VR puis qui tire son auto en arrière. Ça, c'est moins compliqué, je dirais. Par contre, tirer une fifth wheel, t'es dépendant des routes, puis les routes sont pas belles et planes. Ils ont tous des petits vallons, tout le temps. Fait que ça donne des chocs sur la fifth wheel, puis là, la soudure a lâché une première fois. Donc, à 2 reprises au Guatemala, on a dû s'arrêter pour faire des réparations. On est tombé sur des gens
super gentils, des bons Samaritains à toutes les fois. On était vraiment chanceux. Au El Salvador, parce que nous, on a décidé de contourner le Guatemala, on ne voulait pas le traverser. Il y avait des zones où c'était dangereux, donc on a passé plus vers le sud. Le El Salvador, encore un autre bris mécanique, encore une fois la soudure, donc encore une fois une réparation. Deux, en fait. Puis la deuxième fois, là, on était vraiment découragés parce que ça l'a brisé. On était dans une route assez secondaire, un peu dans le milieu des champs. Puis là, la nuit tombait. Fait que là, on a laissé la fifth wheel là, on a pris le camion, on est allé dormir à l'hôtel. Puis après ça, mon chum il a acheté une machine pour souder. Il a réparé toute la journée du lendemain, puis on est reparti. Il y a des brouillards, ton chum. Seigneur, une chance. Fait que ça, c'est sûr que suite à ça, il fallait rouler très, très lentement. On a roulé à 40 km/h. C'était long. Puis, on a traversé le El Salvador, on est rentré au Honduras. Le Honduras n'a pas été long à traverser. Ça a été quand même assez rapide. Par contre, à ce moment-là, il a fallu que j'aille renouveler le certificat vétérinaire de mon chien. Donc, il a fallu attendre une disponibilité de vétérinaire. Ça a été un peu compliqué, mais on a eu ça. Et ensuite, on rentrait au Nicaragua. Nicaragua, on a eu encore un problème de soudure. Je pense que c'est arrivé 5 fois, tout est partout. Oh, ouais. On se demandait vraiment si on arriverait jusqu'au bout, là. Toutes les fois qu'on avait des bris, on tombait sur des bonnes personnes. Vraiment. Okay. Puis on a finalement traversé la frontière du Costa Rica et on s'est rendu ici à la maison. C'était le 8 de janvier précisément. Donc ça a pris 18 jours en tout et partout pour faire la route. Donc là, vous êtes arrivé puis vous avez commencé à vous installer? Oui. Tranquillement, pas vite, là, on commence vraiment à se tisser des liens, de nouveaux liens, des gens par ici dans la communauté qui étaient contents de nous accueillir. Beaucoup de locaux. Tout le monde nous salue avec un énorme sourire. On dirait qu'ils sont full contents qu'on soit là. C'est vraiment plaisant. Wow. Et puis des gens qui viennent du El Salvador, qui parlent anglais parce qu'ils ont habité les États-Unis pendant 40 ans. Qui sont devenus un couple d'amis vraiment, écoute, on a cliqué avec eux. Vous les voyez fréquemment? Presque à tous les jours. Ah ouais? Bon. Vraiment, presque à tous les jours. Encore ce matin, on est allé avec eux. Et, ils nous emmènent pour nous montrer des endroits où acheter des choses qu'on a besoin. Ils nous ont aidés à transférer le nom de la propriété à notre nom pour les taxes, pour l'eau, pour l'électricité. Donc, ils nous aident dans toutes ces démarches-là. C'est vraiment bien. Puis toi, je vois que tu as quand même une très bonne connexion Internet. Donc, télétravail, ça va bien de ce côté-là? Oui, ça va très bien. Je peux continuer pas mal ce que je faisais avant de quitter le Québec. Par contre, maintenant, je suis travailleur autonome, donc j'ai mon entreprise et ça fonctionne super bien. Puis là aussi, je voyais que tu faisais quelques vidéos Facebook. Donc, tu es rendu avec une petite communauté qui te suit au Costa Rica. À ma grande surprise, oui, je faisais ça vraiment pour m'amuser puis pour informer, mais je me rends compte que ça intéresse beaucoup de monde. Ah, mais c'est bien, tu sais, les gens ils peuvent voir que ça peut se faire. Puis, ils te suivent, prennent des conseils, puis des fois, tu leur montres des petites bébites. Oui, une vidéo nocturne va venir sous peu. On a essayé d'en faire un hier soir. Finalement, je n'ai rien trouvé, donc ça ne valait pas la peine. Là. Vous en voyez plus la nuit? Tu sais, il y a un film là, qui date de plusieurs années avec Ben Stiller. C'était un musée, une nuit au musée. Oui, j'ai vu ce film-là. Ça ressemble à ça ici. Là. La nuit, là, tout prend vie. Là, si tu vois des affaires, tu ne vois pas dans le dos. Oh, oui. Ouais, c'est divertissant, ça. En parlant de divertissant, ça me fait penser à de quoi? Là? Louane, elle a commencé l'école, ça fait pas longtemps. Elle, la barrière de langue, ça doit pas être évident. C'est comment ça se passe avec elle? Elle a commencé cette semaine lundi. Donc, c'est une école privée, une école bilingue. Pour eux, leur première langue étant l'espagnol, puis leur deuxième langue, c'est l'anglais. Donc, elle apprend les deux langues en même temps. Mais ça va vraiment très bien. Louane est contente. Elle est déjà en train de se faire des nouvelles amies.
Et l'école a même pris la peine d'acheter des écouteurs qui font de la traduction simultanée pour comprendre Louane, puis pour qu'elle puisse comprendre. Elle utilise aussi son cellulaire, elle a la permission de l'utiliser pour le traducteur. Elle va bien, tout va bien, donc espérons que ça va continuer comme ça. Est-ce qu'elle parle beaucoup en anglais? Tu sais, je veux dire, comme une enfant de 6e année primaire, là, tu sais, ils sont rendus à un certain niveau, donc elle est à peu près là, elle aussi, elle comprend de plus en plus. Là, c'est ça, ce matin, je te parlais plus de bonne heure. On pensait faire l'entrevue plus de bonne heure un peu. Puis je te parlais, tu étais en ville, puis vous êtes en train de magasiner des arbres fruitiers. Parce qu'avec votre beau grand terrain, vous avez vraiment le projet de vous autosuffire, je crois. Oui. C'est vraiment ça qu'on veut. Puis aujourd'hui, c'était comme une première étape. On était vraiment excités de ça. On en a tellement rêvé depuis longtemps, moi et mon chum, de ça. Puis on a acheté, on a environ 20 arbres fruitiers, puis ça l'a à peine coûté 300 $ canadiens, quand même. Donc, c'est très varié. Ça va du cacao à l'avocat, aux mangues, aux figues, toutes sortes des lemons, des limes, des oranges. Écoute, c'est très, très varié. Il y a même des litchis aussi. Ah, ben c'est une très belle variété de fruits, ça. Je te remercie beaucoup, Viviane, de m'avoir donné ton temps. Là. On a quand même réussi à se coordonner. C'était quand même pas évident, là. En direct du Costa Rica. C'est quand même hot, là. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Résumé rapide des actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Voici nos nouvelles en bref. De la nouvelle asphalte sur la route 132 à Passepébiac. Alors que plusieurs commentaires ont été faits ces dernières semaines sur l'état de la chaussée dans le secteur, Québec lance un appel d'offres pour asphalter un tronçon de près de 5 km entre New Carlisle et Passepébiac. Selon l'appel de proposition, le montant des travaux est estimé entre 1 et 10 millions. Les travaux effectués sur le rail à proximité au cours des dernières années avaient causé une détérioration accrue de la chaussée. La Ville de Passepébiac a autorisé le ministère des Transports à réaliser les travaux de nuit. Le chantier devrait durer environ 2 mois. Les soumissions seront ouvertes le 9 mars. Toujours à Passepébiac, le plan particulier d'urbanisme divise les conseillers et des résidents de Passepébiac. Le conseil municipal de Passepébiac s'est retrouvé dans une impasse lundi soir alors qu'un vote s'est soldé par une égalité de 3 contre 3. Concernant une résolution visant à lancer un appel d'offres pour la conception d'un plan particulier d'urbanisme, le maire a dû utiliser son droit de vote pour faire passer la résolution. Actuellement, le développement commercial de Passepébiac est pris en quelque sorte en otage par une poignée de personnes, et ce, au détriment de 3000 habitants. Et au-delà, lorsqu'on considère la région, rappelle Jérémy Laplante. C'est pour le futur de la collectivité que le plus jeune maire de la province affirme avoir dû prendre position lors de la séance municipale. Dans le secteur recherché par les promoteurs, l'idée divise également les citoyens. C'est le cas de Alan Poirier qui n'a pas l'intention de se départir de sa résidence familiale ni du terrain boisé situé derrière chez lui. Non, du tout, vraiment pas. C'est mon bien et je veux rester ici. Je ne suis pas intéressé, peu importe le prix, indique le résident de la route 132. La copropriétaire de la maison d'enfance du regretté Gérard Delévesque n'est pas du même avis. Une épicerie, un genre de petit centre d'achat, des loyers, des logements pour des personnes âgées, n'importe quoi. Ça dépend de l'entente. S'il y a une bonne entente, tout se fera automatiquement, fait savoir Francine Lebrasseur. Le maire se veut rassurant. Ce qu'il faut souligner, c'est que les commerces ne vont pas venir s'installer sur n'importe quel terrain vague ou le premier terrain vague au coin de la rue, assure-t-il. Ça ne sera pas le Far West de l'expropriation. Je tiens à vous rassurer les gens, ajoute M. Laplante, qui déplore les campagnes de peur qui circulent actuellement. Le directeur général de la Ville contactera sous peu des firmes d'urbanisme pour obtenir des soumissions. Le conseil municipal devra ensuite se prononcer par vote pour décider ou non de l'octroi du contrat. Ceci conclut notre édition d'Hebdo 4 du 15 février. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.